Je suis à la Châtre. C'est la fin de l'année 93. J'ai ressenti le besoin, peut-être que je m'expliquerai sur les raisons après, plus tard, ou peut-être jamais. J'ai ressenti le besoin de m'exprimer autrement qu'à travers ce que je fais habituellement, c'est-à-dire le dessin, de temps en temps des petites phrases que je note, des états que j'essaye de traduire, j'ai envie de dire, etc., etc. Voilà, je suis aujourd'hui là, la Châtre. Je ne vais pas commencer par donner mon impression sur la ville elle-même, mais je vais dire que c'est peut-être la ville, la petite ville, hein, il n'y a pas 2000 habitants, dans laquelle je devais vivre pour pouvoir exprimer ce que j'ai de plus vital et peut-être aussi de plus violent, car ma façon de vivre n'est pas simple. Résumons, 93, la Châtre, fin de l'année, je veux maintenant me servir à nouveau de la voix que j'ai et de ce que confusément je ressens et qui ne peut pas se dire à travers du dessin, de la couleur, des phrases écrites. Alors on repart non pas à zéro, mais on repart d'un point. J'ai pratiquement 70 ans. J'ai donc derrière moi presque 40 ans de dessin et de phrases, de mots, de vie que j'ai beaucoup plus noté qu'annoté. Je n'ai jamais pensé que faire ce que je fais soit utile pour moi, encore beaucoup moins utile pour les autres, mais qu'avant tout, et c'est sans doute non pas la raison de ma naissance, mais c'est avant tout la nécessité que nous devrions tous avoir, parce que maintenant nous savons combien il est difficile de tenir le choc avec ce monceau de difficultés qui nous entoure, qui nous habite, qui nous obstrue, qui se dresse devant à tout instant. Cette quasiment incompatibilité qu'il y a entre nos rêves, nos désirs, nos profonds besoins et ce que l'on nous balance un peu comme des graines qui ne peuvent même pas nous nourrir. Alors j'ai pas besoin de parler, hein, j'ai aucun message à donner, aucun, vraiment. Mais j'ai à dire par où j'ai dû me faufiler, comment je me suis découragé et forcé, poussé
combien de fois je me suis trouvé soulevé par un immense est-ce que je peux dire besoin, c'est pas suffisant. Alors, j'ai été poussé dans un étrange passage, chemin, peut-être bois, peut-être dans une étrange forêt, qui n'avait rien de commun avec ce qu'on m'avait plus ou moins fait, ou bien briller, ou bien mis devant moi pour m'épouvanter. Non, rien ne ressemble à ce qui m'avait été dit. Alors, ce qui m'avait été dit, c'est quoi? Il y a d'abord ce qu'on entend quand on est tout petit, c'est-à-dire le père, la mère, les oncles, les grands-parents, les oiseaux, les chats, les chiens. Eh bien, ce qu'ils ont dit, ça c'est selon chacun, c'est selon le chemin que l'on a voulu que l'on prenne, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils se rejoignent à un endroit. Tous les chemins nous menaient vers une sorte de gigantesque moulinette de chair à saucisse où nous devions passer pour devenir des boudins ou des saucisses les plus parfaites. Alors moi, je n'aurais pas échappé à ça. Non pas si, parce que le si, je ne sais pas où il est. Mais je n'aurais pas échappé à ça dans le bourbier qui m'était destiné, sauf si je non pas ne ruais dans les brancards, mais si je ne regardais pas avec beaucoup d'attention, je n'écoutais pas avec une acuité qui allait me jouer les pièges et les tours les plus pendables, selon une expression que l'on utilisait quand j'étais enfant, et les plus dangereux et redoutables, non pas selon une expression quand je suis devenu adulte, mais selon l'appréciation que j'allais être amené à porter en l'étant devenu adulte. En étant enfant, j'ai à la fois été plus ou moins prévenu par ceux qui m'avaient mis au monde et qui m'entouraient, mais qui me tapaient dans le dos en disant « Tu verras petit, c'est pas facile, mais tu t'y feras ». Et puis quelquefois, c'était comme je te plains avec ce que tu vas avoir à connaître. Et quand je suis devenu adolescent, et puis ensuite à cet âge dit adulte, qui ne veut rien dire, c'est là qu'on avale. C'est là qu'il faut absolument avaler. Si on n'avale pas, je pense qu'on vous tire une balle. Hein. Quelles que soient les intentions bonnes, louables, généreuses, humanistes et tout ce que vous pourrez utiliser, on doit y passer. Je n'ai pas voulu y passer. Je pourrais presque m'arrêter là. On est le 9 novembre 93. Je répète ce que je viens de dire, je pourrais m'arrêter là, le 9 novembre 93. Je n'ai pas voulu passer par là où on me poussait, on voulait, on m'obligeait, on me contraignait, et sinon, gare à toi. Eh bien non, je n'ai pas voulu passer. Et on pourrait non pas m'objecter, je connais personne. Mais on pourrait me rappeler, t'as eu de la chance. Pas vrai. Je dis non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de la chance. On pourrait me dire, tu t'es bien défendu, ou bien dans le langage de
ma communauté, tu t'es bien démerdé. Pas vrai. Je n'ai jamais oublié lorsque c'était en... Ça n'a pas d'importance d'ailleurs la date, mais enfin, j'étais adulte, tout à fait adulte. Je devais avoir 28 ans. J'avais quitté depuis longtemps le quartier de mon enfance, le quartier de mon adolescence, là où j'avais à la fois pris des coups, pas tellement rendu des coups. J'ai jamais été un bagarreur, un type qui compte les points contre les points. Non, non, non. La loi du talion, je suis pas sûr que ça soit ma loi, non. Mais j'étais revenu dans le quartier. Je raconte ça parce que c'est positif. Enfin, c'est positif. Pour moi, c'est ultra négatif, mais c'est positif dans l'ultra négatif. Vous allez voir. Je devais avoir donc 27-28 ans. J'avais quitté le quartier, j'en avais 18-19, c'est-à-dire 10 ans avant. Et je l'avais quitté dans des conditions vraiment particulières. Quand j'avais 18 ans, c'était 42. Fin de 42, début 43. Je suis né en 24. Il fallait que je foute le camp. J'avais eu, par hasard, l'immense rencontre dans l'usine où je travaillais, l'immense rencontre du choc en pleine gueule. Quelqu'un m'avait dit, j'étais électricien d'entretien, donc j'allais ici et là dans l'usine, dans l'usine où je travaillais. J'avais comme tâche d'aller réparer toutes les prises de courant, interrupteurs, commutateurs sur les machines d'outils, dans les ateliers où il y avait des établis, perceuses, etc., etc. Enfin, tout ce que l'on trouve qui est du ressort de l'électricité, du fonctionnement de la mécanique que l'on a en charge pour usiner des pièces, des réparations, tout ce qui relève de quelque chose qui tourne. Et j'avais eu l'immense choc. Quelqu'un m'avait dit, toute la journée, tu es appelé dans tous les coins de l'usine. Ouais. Donc tu peux à tout instant être ici, puis une seconde, ou une minute après, ou 10 minutes, ou une heure après, là, ouais. Puis c'est tout. Puis le lendemain ou le surlendemain, le même, m'avait dit, tiens, bonjour, tu es revenu par ici. Ouais. Il y a à dépanner, ouais, il y a tout un tas de boîtes de prises. Les boîtes de prises, c'était une dizaine de prises sur une boîte qu'on montait, et où venait se brancher une dizaine de chignoles ou de pistolets électriques. Et le type qui m'avait dit ça, l'homme qui m'avait dit ça, qui était au moins le double de mon âge, moi j'avais 18, il avait beaucoup plus que 36, il devait avoir 50. Il m'a dit, il faudrait qu'on se voit un jour. Bon, je dis, on se voit maintenant. Non, mais dehors, pas ici. Alors je lui ai dit, mais quand tu veux. J'avais aucune idée. Aucune idée. J'aurais pu avoir une idée. J'aurais pu me dire, c'est quelqu'un qui me contacte. Mais non. Comme j'étais fait, les histoires que mon père racontait, qui étaient voisines de celles-là, mais 20 ans avant, enfin pas 20 ans avant, j'étais pas né, 8-10 ans avant la dernière guerre. Quand il racontait des choses comme ça, c'était à la fois sibyllin, ma mère lui disait ferme-la, elle disait même ferme ton clapet. Et puis ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas, mais c'est parce que j'étais plus ou moins solidaire avec ma mère, mais au fond j'aurais aimé connaître la fin de l'histoire de mon père. C'est-à-dire j'ai été contacté par, ou bien j'ai contacté un type, etc. Et puis ça retombait comme ça, comme un feu qui s'éteint. Bon, cette fois-là, j'ai eu ce contact-là. Et puis en sortant de l'usine, le type m'attendait un peu plus bas. Je devais prendre, moi j'avais une bicyclette, je devais prendre les quais. Puis voilà, enfin je fais un petit peu vite pour dire que
il y avait eu un contact avec quelqu'un qui m'avait dit que je pourrais donc aller dans toute l'usine. Mais je dis, mais je vais partout. Tu irais même dans les vestiaires. Mais je dis, mais je vais même dans les vestiaires. Il y a des lampes à changer dans les vestiaires, ça claque partout. Il faut réparer partout. Il y a des fusibles qui pètent partout. Il y a des chignoles qui craquent partout. Voilà, c'est mon boulot. J'étais un peu énervé en lui parlant. Et lui m'avait dit, il faut te calmer. Il ne faut pas être comme ça. Tu pourrais travailler avec nous. J'avais dit, moi je travaille à l'usine. Non, mais tu pourrais travailler dans l'usine et en dehors de l'usine. Et comme dans cette année-là, quand j'avais 18 ans, c'était 42, et que la situation était tout à fait autre, autre que la normale, j'avais, sans qu'on me fasse de dessin, vite compris. Bon, je lui ai dit oui, d'accord. Il me dit d'accord, tu rentrerais des choses et tu irais les porter à l'intérieur. Je dis, je sais pas, faudrait voir. Faudrait voir quoi? Je sais pas, faudrait voir ce que c'est. Alors il m'avait sorti un bout de papier, puis le bout de papier c'était un tract, et puis le tract c'était il faut résister, il faut pas se laisser avoir. Voilà, prenez contact, vous aurez un contact, tout n'est pas perdu. Et puis c'était suivi par le parti est là. J'avais été d'emblée d'accord. Bon, alors voilà. Je dis ça pour qu'il soit un petit peu clair que je ne me suis jamais satisfait de ce qui était donné, de ce qui nous était alloué. Je me souviens de la première paye que j'ai touchée. J'étais pas meilleur et pas pire qu'un autre, mais je n'ai pas aimé la façon dont le payeur, on l'appelait comme ça, passait dans l'atelier, dans les ateliers, mais moi il passait dans mon atelier, on était une quinzaine d'électriciens d'entretien, il passait, il avait une petite caisse en bois avec une petite poignée, il ouvrait le couvercle, il soulevait le couvercle, il disait comment tu t'appelles, ton matricule, rien que ça m'a toujours fait chier. Et mon matricule, j'avais toujours un oubli, pourtant je le connaissais par cœur, c'était le 314. Et je disais, je sais pas, je m'appelle Fred 2, Alfred 2. Et il me disait, je m'en fous de ton nom, c'est ton matricule. Et il mettait un tel acharnement, il était gros, brun, un peu visqueux, je sais pas, il avait l'air de toujours transpirer, il avait une blouse blanche, on appelle ces types-là les blouses. Alors il y en a qui les avaient blanches, il y en a qui les avaient grises. Bon. Les blouses bleues, c'était les contremaîtres. Mais cette espèce de payeur chiant n'arrivait pas à me faire dire quel était mon matricule, et je sentais bien que si je lui disais pas mon matricule, il me ferait poireauter pendant un temps, pour ainsi dire, indéfini, avant de me donner mon enveloppe. Et l'enveloppe qui, soi-disant, m'était due, dans le fond, elle ne m'était pas due, j'avais envie de lui foutre dans la gueule. Mais j'avais mauvais caractère quand j'étais jeune. J'ai toujours mauvais caractère. Alors ça se terminait par une sorte d'accord entre lui et moi. Tu me donnes pas ton numéro, mais t'es le dernier, donc t'as poireauté le plus, donc tu loupes tous tes bus si c'est les bus que tu dois prendre, et tu rentres une heure après les autres, tu l'auras voulu, la dernière enveloppe, ça sera la tienne. Alors on va te faire foutre. J'ai préféré ça, à la limite en regrettant, intérieurement en me disant je serais mieux à la maison, mais il ne me fera pas céder. 10 ans après, j'avais 18, donc j'en avais 28, je m'étais pas arrangé, j'avais seulement acquis, je suis pas sûr d'avoir vraiment acquis, même aujourd'hui j'ai pas acquis, mais c'est pourtant de ça que j'aurais aimé parler. Peut-être que ça va venir. À 28 ans, j'avais acquis cette toute menue, pas certitude, pas conviction,
cette menue impression, admettons, que ça se paye, mais je m'en fous, je payerai, je marche pas. Je marche pas, mais je marche pas. Pourquoi? Quand j'avais 18 ans, je pouvais pas dire je marche pas, puisque j'ai marché avec eux, puisque j'ai laissé tomber les uns pour aller avec les autres. Et parce que les autres, vers lesquels je suis allé, ils faisaient chier les premiers, les uns. Mais une fois que les autres avec lesquels j'étais sont arrivés à un bout, je suis pas du tout sûr qu'il faille dire un résultat. Moi, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de résultat. Une fois qu'on s'est trouvé là, je les ai plaqués. J'ai dit non, non, ça marche pas. Je veux pas. Je peux pas continuer. Je me tire. Et puis je me suis tiré. Je suis allé vers d'autres. Et puis les autres, pareil. Je me suis tiré. Et puis alors ça veut dire quoi? C'est que moi je sais pas bien expliquer. Et puis j'ai pas envie de bien expliquer non plus. Vous comprenez que j'ai 70 berges. Vous me direz que je vous fais chier avec 70 berges. C'est possible. Moi, je me fais pas chier avec mes 70 berges. Seulement, je vois bien que là où j'avais des boutons quand j'avais 18 ans, j'ai encore des boutons quand j'en ai 70. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, ça fait que ça facilite pas. Et puis c'est tout. Mais ça fait que entre 28 et 70, entre 28 et même 68 si on veut, ça fait 2 ans. J'avais 68 ans il y a 2 ans. Entre 28 et 68, il s'est passé 40 berges. Et ben en 40 ans, j'ai appris à affûter mon crayon. Je suis pas sûr que ça soit bien affûté. C'est un peu mieux affûté que quand j'étais gamin, mais ça permet pas de faire un dessin mieux, un trait mieux, ou d'écrire un mot plus précisément qu'un autre. Pas vrai. Mais c'est un petit peu mieux affûté, et par moments, je peux me dire il n'y avait pas d'autre solution, ça me plaît pas. Moyen, j'en suis pas sûr. Il n'y avait pas d'autre éclat que celui-là. Pas d'autre éclat. Enfin, c'est clair, je veux dire, voilà, comme ça. Je vais un peu vite, mais on va revenir à ça. Hein. Il faut que je nettoie. Je ne suis pas mieux aujourd'hui. Je suis autrement. C'est quand même un changement. Autrement. La pente est tout aussi raide, à la fois à descendre parce que mes freins sont vraiment usés à la corde, ou bien à monter, mais mon pignon, il est beaucoup trop développé pour les forces qui me restent, mais il n'empêche que je continue à pédaler, et quand ça monte, et je n'inverse pas, je ne freine pas quand ça monte, et je ne pédale pas quand ça descend. Je vais continuer à pédaler quand ça monte, et quand je descends, j'ai encore un peu de patin sur mes freins pour ne pas trop m'emballer. Et même si je m'emballais, je m'en fous. Ça m'arrive, et c'est comme ça. Alors, c'est un peu au départ pas du tout emmêlé. Moi, j'ai pas l'impression que je sois en train de mélanger tout ça. Je jette un peu en vrac qu'est-ce qui se passe maintenant, mais il y a un grand espace entre le maintenant et puis le il y a X temps, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire un avant, un maintenant. L'après m'intéresse pas tellement. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire que
il y a un endroit, oui, c'est ça. Je me suis trouvé dans un bois, alors que je suis un homme de naissance d'une ville, dans la ville. Je me suis trouvé dans un bois, un peu perdu, mais j'ai profondément senti que pour que ça tienne un peu, pour que à 28 ans, mais à 38 ou à 48 ou à 58, et puis même à 58, à 68 aussi, hein, pour que je ne brûle pas d'un coup toutes les étapes, et qu'au contraire je les respecte, pour ainsi dire une à une, mais je ne me suis pas assuré de les avoir passées toutes dans l'ordre, hein. J'ai un peu de désordre en moi. Mais quand même, j'essaie de me tenir à un certain cheminement qui est brouillé, qui est embrouillé, qui est embrouillant, qui est brouillon. C'est ce qu'on me reprochait quand j'étais gamin. T'es brouillon. C'est possible. Mais je n'ai jamais perdu de vue et que tout ce qui se produisait à partir de ce que je faisais, hein, et qui alors contactait ou se heurtait ou se tassait, se rapetissait quand il y avait un heurt avec ce qui se présentait, il y a toujours eu une sorte de besoin, de nécessité, et puis ça, je ne sais absolument pas d'où ça me vient, de m'arrêter une seconde, une heure, un mois, un an, qui sont des moments que j'appelle mes cassures, tout en sachant que les cassures, d'abord je ne m'y fais pas, je suis à chaque fois surpris, et j'ai toujours la certitude de m'en sortir par l'incertitude et que seul le doute ne peut que répondre à toutes les questions que j'ai pu me poser. En disant toutes les questions, je suis bien prétentieux parce qu'il n'y a pas tellement de questions. Mais c'est souvent la rapidité avec laquelle la dégringolade se perd, c'est-à-dire c'est foutu, j'en peux plus, je casse, je rate, j'arrête, suivi immédiatement, ça serait prétentieux, mais suivi de c'est pas vrai, tu peux pas, t'as pas le droit, arrête, arrête, voilà, silence, arrête. Et c'est vrai, j'arrête à ce moment-là, je suis un peu paumé, j'ai envie de déchirer ce qui était là, en route, plus ou moins en chantier, mais bon, si je déchire, je le regrette souvent. Mais non, tu peux pas. Alors, je pourrais, et on pourrait me poser une question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis emmerdé, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut rien dire, enfin, j'ai rien à me délivrer, à délivrer vers les autres, alors là, rien du tout. Mais à me délivrer. Et d'un autre côté, je ne peux pas admettre, je ne peux pas accepter, je ne peux pas avaler, je ne peux pas me dire ils ont gagné. Alors ils ont gagné, c'est qui? Ils ont. Eh bien les ils ont, c'est les autres qui voudraient à tout prix avoir raison. Alors moi j'ai pas envie d'avoir raison. J'ai pas envie d'avoir raison. J'ai pas envie de dire moi ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, etc. C'est pas vrai. Jamais j'ai eu ça.
Et je dirais même et surtout, j'ai été petit, hein, j'ai eu 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Même quand j'étais jeune, petit, tout petit, on ne m'a jamais, ça c'est la chance que j'ai eue, on ne m'a jamais dit tu seras mieux, tu seras plus, tu seras autre. Non, d'abord, je me demande s'ils savaient ça, eux. Mon père me disait, ça fait con de dire ça, mais mon père me disait, toi t'auras autre chose que moi, je le sais, mais ce que j'ai, c'est bien, tu sais, Ptio. Ah ouais. Puis il s'arrêtait. Quand j'étais tout petit, j'étais sûr qu'il avait raison. Quand j'ai été plus grand, puis qu'il redisait ça, j'étais sûr qu'il me mentait. Puis quand j'ai été adolescent, disons que j'ai eu 16 ans, puis qu'il continuait à dire ça, je savais qu'il me préparait par là à ce qui m'attendait. Et est-ce que mon père, me disant ça, me faisait comprendre que je ne devais pas accepter? Est-ce qu'il avait encore cette conscience-là? Ou est-ce qu'il avait été bouffé, rongé par l'acide de cette saloperie de mentalité, quelle qu'elle soit, parce qu'il est passé par les plus grands espoirs et ensuite les plus grands désespoirs. Lui, mon père, on lui a menti. Et moi, jeune, est-ce que dans ce qu'il disait, il distillait le mensonge qu'on lui avait donné, auquel il avait cru et devant lequel il me mettait en garde? Je ne sais pas. Longtemps après, je l'ai cru quand j'ai moi-même réalisé que c'était pas comme ça que ça se passait. Mais avant d'arriver à ça, j'ai cru aussi un peu comme lui, puis après j'ai décru, si on peut dire. Mon eau est retombée, puis je me suis trouvé dans le vide et dans la bouillasse. Et seulement lui, il est tombé dans la bouillasse et dans la vinasse, alors que moi, je n'ai pas... J'ai eu la chance de ne pas tomber là-dedans. Alors, un petit retour encore à ce que j'avais commencé à dire. C'est pas possible de se taire aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était pas possible non plus. Mais c'est pas possible aujourd'hui de fermer sa gueule quand tout est là qui dit ça marche pas, on peut tenir le coup. On peut tenir le coup en perdant son sang, on peut tenir le coup en crachant tout ce que l'on veut, à la fois les tripes et les poumons. Ça n'est pas là que se trouve l'important. Non. S'il y a quelque chose qui compte, c'est de ne pas céder à ce qui nous fait couler, mais de croire à ce qui nous semble être le plus petit. Et le plus petit, ça peut être une caresse qu'on va recevoir d'un gamin, d'un chat, d'une femme. Croire à ça. Si la caresse du petit chat qui était au coin de la rue, à qui on a dit miné, 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 et qui dit miaou, 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 pour ça, ça vaut tout le reste. Pour ça, c'est pas ça valait le coup de vivre, non, c'est la vie. C'est ça. Alors, miné, 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 ça peut être aussi sortir une feuille et faire un dessin. Miné, 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 ça peut être couche-toi, j'ai envie de faire avec toi l'amour. C'est miné, miné, miné. Ou bien c'est prendre son gamin et de lui dire je t'aime et je pense que tu vas m'aimer et je souhaite que tu vas aimer. Mais pas que tu vas aimer tout ce qu'on va dire autour de toi. Laisse-les. Tu vas te faufiler, tu vas passer.
Tu viens de loin et tu iras loin. C'est un peu ça. C'est un peu gros de vouloir ramener à quelque chose qui semble si fragile. Bon, je viens d'utiliser ça, c'est-à-dire ce mot fragile. Tout est fragile. Non seulement tout est fragile, la vie est fragile. Non pas on nous tue la vie, non. Sûrement qu'on veut javeliser tout ça, hein. On veut nous rendre, on veut nous faire avaler, il n'y a pas d'amour dans ce qu'on veut nous faire avaler. Dans les patates d'aujourd'hui, il n'y a rien. Dans le pinard, il n'y a rien. Mais dans les yeux d'un autre, il y a tout. Alors, si j'ai ressorti, au fond, il y a une histoire au commencement de ce que je suis en train de vous dire là. Il y a une histoire. Ça peut faire rire parce que c'est décousu. Mais il faut que ça soit décousu. La vie, c'est décousu. Je me suis senti ce que j'appelle dans une cassure, dans un creux, Mais j'ai eu... Je peux pas les compter, mais j'ai eu plus de 10 000 cassures dans ma vie. Qu'est-ce que c'est qu'une cassure quand je dis ça? Une cassure, c'est un écart avec moi-même. C'est une difficulté avec mon corps, un dysfonctionnement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dysfonctionnement, c'est tout. C'est ici, c'est là, c'est dans la tête, c'est dans l'intestin, c'est dans les doigts de pied, c'est un dysfonctionnement avec l'autre. Bon, ça arrive, c'est. Comment voulez-vous qu'on y arrive avec toutes ces combines qui nous sont distribuées tous les jours? Ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas comment je suis devenu dessinateur. Enfin, je sais comment c'est arrivé un jour, mais c'est pas vrai. Le jour où c'est arrivé et que j'étais un employé de librairie et que j'ai vu pour la première fois dans un livre, je sais pas quoi, des dessins ou des peintures reproduits, etc. C'est pas là que je suis devenu dessinateur. Le vrai jour où je suis devenu dessinateur, d'abord je l'ignore. Je suis peut-être devenu dessinateur dans le ventre de ma mère quand ils ont, paraît-il, présenté les forceps juste à l'embouchure de la sortie, parce que je ne pouvais pas sortir, ou elle voulait pas que je sorte. Moi, je crois que ma mère avait une peur carabinée de mettre au monde dans les conditions qu'elle pressentait, puis pas seulement qu'elle pressentait, d'ailleurs, qu'elle connaissait. Elle avait rien, il n'y avait même pas une chambre d'hôtel, elle venait de découvrir une toute petite pièce qui était une cave, mais qu'on n'avait pas osé baptiser cave pour pouvoir lui louer, parce que c'est ça, on devait lui demander 5 francs, 6 francs, pour louer ce qu'était une cave, mais où il y avait un soupirail plus grand que dans les autres caves, et alors ils avaient baptisé ça une pièce. Alors vraiment cette femme, cette vraie femme, qui m'a mis au monde, elle voulait pas que je sorte. Moi, je suis certain de ça. Je lui ai demandé une fois, longtemps après, tu crois pas que tu voulais me garder? Elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire, mais elle me disait oui, dans le fond. En tout cas, elle a fait en sorte que je ne vienne pas dans une cave, dans sa cave, que moi j'ai aimé. Dès que j'ai pu ouvrir mes yeux, j'ai trouvé la cave très belle, mais quand on ouvre les yeux,
c'est presque toujours beau. Je suis sûr que c'était beau pour d'autres enfants, voyant le jour dans des conditions terribles. On ne voit pas que c'est terrible, on ne sait pas que c'est terrible. Puis moi, c'était pas tellement terrible. C'était une cave. Comment voulez-vous que je sente que la cave était humide, que le père était pas là? Je pouvais pas savoir et je pouvais pas comprendre que mon père était à Coblence ou à Mayence, je sais pas, ou en Allemagne, en occupation 1924. Moi, je naissais là et lui, peut-être même qu'il naissait ailleurs. En tous les cas, il n'était pas là quand je suis né. Alors, elle a réussi à faire en sorte que je ne vienne pas là, parce qu'il y avait une lampe à pétrole, parce qu'il y a... Voilà. Parce que peut-être qu'on voulait pas l'accoucher là-dedans, moi je ne sais pas. Parce qu'elle avait peur d'accoucher là-dedans, parce qu'elle était malade. Parce qu'elle avait peur de la vie. Et qu'elle m'a donné un peu la peur de la vie. Je suis né avec, entre les dents, un os qui était l'os de la peur de la vie. Et en plus, on m'a fait peur, on m'a foutu... l'horizon que j'avais au bout du tunnel, c'était une grosse pince... je ne sais pas si elles étaient déjà nickelées, mais en tous les cas, j'ai certainement vu une grosse pince, même si j'avais pas les yeux ouverts, j'avais un œil à l'intérieur, et puis ma mère me conduisait vers ça. Et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose. Elle a tellement eu peur de la peur que j'allais avoir qu'elle a dû pousser d'un grand coup, et plof! Je suis, paraît-il, sorti sans qu'on utilise les forceps. C'est ma chance. Elle m'a toujours dit, tu as eu cette chance. Tu es né sous la chance. Et je suis né sous la chance de l'absence du forceps qui me guettait, avec sa grande mâchoire, sa grande gueule ouverte. Et c'est bien. Et je suis content d'être né sans de la ferraille, pour m'aider à venir. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense qu'en étant petit, j'ai vu, pas du tout. J'ai vu autour de moi que de belles choses. J'ai été long à voir que les autres cachaient ce qui n'allait pas et transformaient en quelque chose de bien ce qui ne l'était pas, alors que moi, j'avais vu sans transformer que ce qui était bien. Ce qui était, pour moi, qui pouvait comprendre. Je pouvais pas vraiment, non seulement tout comprendre, mais je pouvais pas rentrer dans quoi eux, ils étaient rentrés depuis déjà plus de 25 ans. Mais ce qui est l'une des rares convictions, je ne sais pas si j'en ai 3 ou 4, mais une des convictions, c'est que je suis venu dans certaines conditions, dans un certain milieu, dans une certaine famille, et que la suite n'a pas démenti le commencement. Elle s'est développée, elle aussi, dans de certaines... de certaines... qu'est-ce qu'il faut dire? Hospice, augure, je sais pas. Couleur, peut-être. Noirceur, sûrement, mais je les ai jamais vus noirs. Jamais. Ce qui était noir, je le voyais pas blanc. Je le voyais. C'était ce que ma mère n'acceptait pas. Et quand j'ai découvert un mot à l'école, c'est-à-dire, il y avait une leçon. Est-ce que c'était une leçon de français? Est-ce que c'était une rédaction française? Je devais avoir 8 ans. Je sais pas. J'étais petit. Et le maître a parlé du vrai. Il s'est longuement étendu sur le mot, le vrai. J'ai un peu regretté en revenant de l'école le soir, on sortait à 5h30, j'ai regretté d'avoir pas écouté. Tout de suite, je suis parti dans... Je ne veux pas dire dans mes questions, dans mes rêveries peut-être, oui déjà. En tous les cas, je suis parti dans quelque chose qui n'avait plus à voir avec ce que lui avait dit du vrai, c'est-à-dire explication
du mot et que veut dire le vrai. Puis je suppose qu'il avait brodé puis qu'il était parti un peu dans toutes les directions. Et les autres étaient fascinés par ce qu'ils entendaient, et moi, ça m'avait comme décroché. Et du vrai, en revenant, et puis les jours qui ont suivi, j'avais été amené à regarder et écouter, à la fois autour de la table, où mon père, ma mère, ma grand-mère, mon oncle à l'époque, mais enfin, ne revenons pas là-dessus, parlaient, échangeaient ou se taisaient. Bon, alors, dans tout ça, il y avait à la fois agressivité, engueulade, reproche, quelquefois des mots d'affection aussi. Au milieu de tout ça, je me souviens, c'est un point fondamental dans ma vie, fondamental. Ça avait été, là il dit vrai. Et puis quand l'autre exagérait, là il dit pas vrai, ou bien là il dit trop vrai. Et de mesurer, si je peux dire en quelque sorte, mais j'étais trop jeune pour bien faire le détail, pour mesurer l'intensité de ce qui était pesable et de ce qui échappait à ces unités de poids et mesure dans lesquelles je ne comprenais rien d'ailleurs, avec la tare, avec le poids, avec les balances, le plateau qui se levait, se soulevait, s'abaissait à l'école. Mais là, il y avait quelque chose qui était vrai. C'est pas possible de dire à partir de ça, je dirais plutôt, c'est à partir de... Ça n'a rien à voir avec les événements. C'est à partir de violence de la vie comme celle-là, et de violence au pluriel, et j'en ai eu, que je n'ai pas du tout envie de dire que je me suis forgé ou que ça s'est forgé. C'est maintenant, je reviens là, je fais un saut immense, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de parler comme ça, hein? Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, enfin qu'est-ce que j'ai à attendre de ça? Rien. J'ai 70 ans. Bon, je vais faire un détail. Je vis avec Cécile qui en a 67. Ça fait plus de 40 ans, enfin 45 ans, 43 ans qu'on est ensemble. On s'est frappé, mais à tous les murs possibles. La différence entre elle et moi, c'est vrai, je me suis frappé au mur et chaque bosse m'a fait du bien. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que je dis ça. De chaque bosse, j'ai non pas tiré quelque chose, non pas appris quelque chose, ressenti quelque chose. La voix était là. Je ne sais pas si j'arriverai à dire. Et Cécile, chaque fois qu'elle a tapé contre un mur, donc qu'elle a heurté de front du vrai, elle est tombée à la renverse et tout en se disant il faut tenir, elle n'était pas sûre que ça soit nécessaire, c'est pas le mot, que ça soit ça le but. C'est toute la différence qu'il y a entre elle et moi. Mais de ça, sur ça aussi, on reviendra. Moi, je suis sûr que c'est nécessaire et que on avance comme ça. Enfin, on peut continuer à avancer comme ça. Et que elle, elle a beaucoup de mal. Enfin, elle a beaucoup de mal. Alors, ce vrai-là, pour revenir à ça, qu'est-ce que je veux dire en disant le vrai?
Alors je remonte, voilà, on va faire des sauts. Et puis j'espère qu'après, on va pouvoir, non pas du tout développer, hein, mais on va pouvoir creuser davantage tel tunnel et tel autre tunnel, enfin tel sentier, puis l'autre sentier. Enfin, on est tous dans une forêt, hein, on est d'accord. Et c'est pas vrai leur connerie, la connerie des autres. C'est pas vrai le bien comme ci, le mal comme ça, les droits acquis, l'ennemi de ceci, l'ennemi de cela. C'est pas vrai ça. C'est vrai qu'il y a il y a les salauds, mais ils sont partout les salauds. Donc c'est pas, je crois pas, je crois pas, je crois pas, je ne peux plus croire à ça. C'est pas vrai. Il y a autre chose, il y a quelque chose de tout à fait supérieur à ça. Je pars pas dans les nuages en disant ça. En disant supérieur, je pourrais peut-être dire d'inférieur aussi à ça. C'est-à-dire il y a un feu beaucoup plus violent et dévastateur que ça. Mais il faut passer par ça. Et pas par leur dévastation à eux, parce que leur dévastation, elle me semble putride, pourrie, mensongère, quelles que soient leurs intentions. Je les déteste. Arrêtons. Le fou, il est beaucoup plus dans le vrai que l'espèce de sensé mauvais méchant qui a l'air si bon. Celui-là, il est pas fou.